28 septembre 2000, Georgetown, Indiana. David rentre du basket, ouvre son garage, et découvre sa femme Kim, son fils Bradley et sa fille Jill, tous les trois exécutés d'une balle dans la tête. En quelques heures, il passe de père de famille à suspect numéro 1. Sang sur sa chemise, appel téléphonique suspect, rumeur d'abus sur sa fille de 5 ans. Condamné 2 fois, innocenté une 3e, 13 ans de procès, un mystérieux sweatshirt gris et un criminel nommé Charles Bonny qui pointe David du doigt. Un seul problème, l'ADN de Bonny est partout sur les victimes. Alors, coupable ou bouc émissaire? Attachez vos ceintures, cette affaire va vous glacer le sang. Le soir du 28 septembre 2000 semblait être une soirée comme les autres pour la famille Cam. Mais quand David rentra chez lui et actionna la porte du garage, tout bascula en une fraction de seconde. Ce qu'il découvrit à l'intérieur allait déclencher une succession d'événements imprévisibles, une affaire qui s'étirait sur des années, jalonnée de rebondissements stupéfiants et de mystères jamais totalement élucidés. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Qui a brisé cette famille? Et si la vérité était encore plus glaçante que ce qu'on avait imaginé? Plongeons dans cette histoire qui continue de hanter les esprits. Le soir du 28 septembre 2000. Semblait ordinaire pour la famille Cam. David venait de terminer sa partie de basketball avec des amis. Kim, elle, était restée à la maison avec leurs 2 enfants, Bradley et Jill. Pourtant, quand David arriva et souleva la porte du garage, tout changea brutalement. Ce qu'il vit à l'intérieur déclencha une série d'événements que personne n'aurait pu anticiper. Une affaire qui dura des années, ponctuée de virages inattendus et de zones d'ombre persistantes. Que s'est-il vraiment produit cette nuit-là? Qui portait la responsabilité du drame qui anéantit cette famille? Et la vérité n'était-elle pas encore plus terrifiante que ce qu'on croyait? Examinons cette histoire qui laisse encore tant de questions en suspens. David et Kimberly Cam ont tous deux grandi à New Albany, dans l'Indiana, une petite ville où ils se sont croisés au milieu des années 1980. Le courant passa immédiatement et, en 1989, Kim devint la seconde épouse de David. Tout semblait prometteur. La même année, David réalisa un rêve d'enfance en intégrant la police d'État de l'Indiana, jusqu'à rejoindre l'unité d'intervention. La vie avançait. En 1993, le couple accueillit leur premier enfant commun, un garçon prénommé Bradley. Pour Kim, c'était son premier bébé. David avait déjà une fille d'un précédent mariage, mais la famille Cam semblait heureuse de s'agrandir. Tout bascula en 1994 quand David entama une liaison avec une femme plus jeune, Stephanie McCarthy, rencontrée à la salle de sport. Le moment était particulièrement douloureux, Kim était enceinte de leur 2e enfant. David quitta le domicile pour vivre avec sa maîtresse, laissant Kim se reposer sur sa famille. Malgré la trahison, les 2 clans se rangèrent derrière elle pour la soutenir. En février 1995 naquit leur fille Jill. Les 2 familles étaient présentes. Tous, sauf David. En mars, la liaison prit fin et David voulut se réconcilier. Le cœur brisé, Kim accepta de lui redonner une chance pour le bien des enfants. Le couple repartit de l'avant, allant jusqu'à faire construire une maison sur Lockhart Road à Georgetown, dans l'Indiana où une rue qui portait le nom de certains ancêtres de David. Pendant un temps, on crut la page tourner. Mais les vieux démons ressurgirent. Séducteur invétéré, David multiplia les aventures, parfois même dans sa voiture de patrouille. Sa carrière s'effrita, plaintes, procès, rétrogradations successives. À bout, il démissionna et rejoignit l'entreprise de son oncle spécialisée dans l'étanchéité des sous-sols. Le nouveau poste offrait de meilleurs horaires et un salaire plus confortable, David passait enfin plus de temps à la maison avec Kim et les enfants. En 2000, l'existence semblait enfin stabilisée. Bradley réussissait bien en classe de CE1, Jill venait de faire sa rentrée en maternelle à l'école chrétienne Graceland. Kim brillait dans son poste de comptable senior à Louisville. De l'extérieur, tout était parfait. Pourtant, sous la surface, les doutes couvaient. Les rumeurs d'infidélité persistaient et Kim se confiait à sa meilleure amie. Rien n'était prouvé, mais l'ombre planait sur leur bonheur apparent. Puis vint ce soir de septembre qui allait tout bouleverser. Jeudi 28 septembre 2000, la soirée de David Cam débuta comme tant d'autres. Il suivit sa routine habituelle, direction le centre sportif de l'église pour jouer au basket avec des copains. Pendant ce temps, Kim géra les activités des enfants et les ramena à la maison. Une soirée banale en apparence. Le match dura plus longtemps que prévu, David rentra précipitamment, craignant que Kim ne lui en veuille.
La maison n'était que quelques minutes, il attrapa la télécommande du garage et se gara dans la nuit. Quand la porte se leva, il se figea devant l'horreur. Kim gisait sur le sol du garage, une mare de sang sous sa tête, visiblement touchée par balle. La portière passager de son Ford Bronco noir était grande ouverte. Pris de panique, David se rua vers le véhicule pour vérifier l'état des enfants à l'arrière. Jill et Bradley étaient dans le même état que leur mère. Son instinct de policier reprit le dessus. Kim et Jill semblaient perdus, mais en touchant Bradley il sentit une légère chaleur. Fou d'espoir, David grimpa dans le Bronco, enjamba les sièges avant et sortit délicatement son fils pour le déposer au sol et pratiquer un massage cardiaque. En s'agenouillant, son genou fit basculer le corps de Jill, du sang macula sa chemise. Ce détail deviendrait plus tard une pièce centrale à charge. Quand il comprit que Bradley ne reviendrait pas, David appela la police d'État de l'Indiana. Sa voix tremblante suppliait qu'on envoie du secours immédiatement. Après avoir raccroché, il courut chez son oncle en face, hurlant sa détresse, avant de revenir dans le garage. Quand les premiers agents arrivèrent, la scène était exactement telle que David l'avait décrite. Kim était étendu au sol, son pantalon ôté et posé non loin, imbibé de sang. Jill était toujours à l'arrière du Bronco, Bradley gisait sur le béton. L'enquête démarra sur le champ. Un seau dégageant une forte odeur d'eau de javel fut retrouvé, ainsi que des empreintes sur le véhicule de Kim, empreintes que les enquêteurs balayèrent d'un revers de main, pensant qu'elles pouvaient provenir du parking de son travail. Sous le corps de Bradley, ils découvrirent un sweatshirt gris avec l'inscription « Backbone » à l'intérieur du col. David jura qu'il ne lui appartenait pas. Comme souvent dans ce genre d'affaires, David devint rapidement le suspect numéro 1. Il coopéra pleinement, livra un emploi du temps détaillé, il avait joué au basket de 19h à 21h20, Kim et les enfants étaient probablement rentrés vers 19h30. Selon lui, les meurtres avaient dû se produire peu après leur arrivée. Il ne comprenait pas qui pouvait en vouloir à sa famille, il n'avait pas d'ennemis. L'hypothèse du cambriolage fut vite écartée, aucune effraction, rien ne manquait. Tout portait à croire à une attaque ciblée. Puis surgit un élément décisif. Les relevés téléphoniques révélèrent un appel passé depuis la ligne fixe de la maison à 19h19. Or David affirmait être au gymnase à cette heure-là. Ce détail fit vaciller son alibi et orienta l'enquête vers une toute autre piste. L'autopsie ajouta une dimension encore plus tragique. Kim, Bradley et Jill étaient tous morts de blessures par balle. Mais l'examen révéla quelque chose de profondément troublant, Jill présentait un traumatisme contondant dans la région génitale, survenu moins de 24 heures avant son décès. Une chute pouvait l'expliquer, ou un abus sexuel. Cette découverte glaça le sang, d'autant que Jill s'était plainte de douleurs pendant son cours de danse quelques jours plus tôt, au point de fondre en larmes. Le lien restait incertain, mais il jetait une ombre sinistre sur l'affaire. Peu avant sa mort, Kim avait confié à une amie, l'histoire se répète. Sans plus de précision. Son amie l'avait supplié de venir en Floride avec les enfants pour parler. Kim n'en eut jamais l'occasion. Parlait-elle d'un cycle d'abus ou simplement des infidélités de David? Le mystère resta entier. D'autres détails détonnaient, Kim avait des coupures et des bleus sur le dessus des pieds, ses chaussures étaient posées bizarrement sur le toit du véhicule. Rien ne collait. Le doute s'insinua même chez les proches. La mère de Kim, notamment, commença à douter de l'innocence de David. Elle pensait que Jill, petite fille franche et courageuse, aurait crié si un inconnu l'avait touchée. La seule personne capable de la faire taire, selon elle, était son père. 3 jours après les meurtres, un dimanche, David assista au culte avec sa famille, comme à son habitude. Son oncle, pasteur, dirigeait l'office, l'église était au cœur de leur histoire. Kim en avait été la trésorière, le grand-père de David avait participé à sa construction. Pendant le service, David pleura beaucoup. Mais dehors, face aux journalistes, son attitude froide et détachée intrigua. Pleure-t-il vraiment ou cache-t-il quelque chose? L'après-midi même, il fut interrogé. L'ambiance devint électrique. Il nia farouchement, s'énerva. Malgré tout, la police l'arrêta, s'appuyant sur 2 éléments principaux, le sang sur sa chemise et l'appel téléphonique. L'arrestation de David choqua la petite ville de Georgetown. La famille Cam devint la cible de la haine publique, messages insultants, regards accusateurs. Le grand-père du même fermait l'église, les fidèles prenant leur distance. En mars 2002, le procès s'ouvrit. L'accusation mit en avant le mobile, les infidélités répétées de David.
Plusieurs femmes témoignèrent avoir eu une liaison avec lui ou avoir été sollicitées. On le dépeignit comme un mari volage prêt à tout plutôt que de divorcer. Le dossier reposait essentiellement sur le sang sur la chemise présenté comme une projection de tir à bout portant et sur l'appel téléphonique. La défense démontra que le transfert de sang pouvait provenir du déplacement du corps de Gilles lors de la tentative de réanimation de Bradley, ils firent même une démonstration au tribunal avec du faux sang et des perruques. Quant à l'appel, la défense invoqua la frontière des fuseaux horaires dans l'Indiana, avec le décalage d'une heure, l'horaire correspondait au moment où David quittait le gymnase. Tous ses coéquipiers confirmèrent qu'il n'avait jamais quitté le terrain. Malgré cela, le jury le déclara coupable des 3 meurtres, il écopa de 195 ans de prison. L'affaire semblait close. Mais David ne baissa pas les bras. Il fit appel, arguant que les preuves de ses adultères n'auraient pas dû être admises. En 2004, la Cour lui donna raison, condamnation annulée, nouveau procès prévu en janvier 2006. Entre-temps, un élément bouleversa tout. La défense exigea une nouvelle analyse ADN du sweatshirt gris retrouvé sous Bradley. Cette fois, les profils inconnus furent comparés à la base nationale Cody. Résultat, correspondance avec Charles Bonney, un criminel condamné de New Albany, connu pour des agressions violentes sur des femmes et le vol de leurs chaussures. Bonney nia toute implication, prétendant avoir donné le sweat à une association caritative. Son histoire s'effondra quand on retrouva son empreinte de paume sur le Bronco de Kim. Bonney fut arrêté. Mais, stupeur, l'accusation affirma qu'il avait agi en complicité avec David. Selon lui, les deux hommes s'étaient rencontrés lors d'une partie de basket improvisée, puis à nouveau dans une boucherie où David lui aurait demandé de se procurer une arme intraçable contre $250. Bonney disait avoir livré l'arme, enveloppée dans le sweat gris pour éviter les traces d'huile, et laisser son empreinte par inadvertance. Puis son récit devint plus sombre, il accusa David d'abuser de Gilles et de tromper Kim. Quand Kim aurait découvert le pot aux roses, David aurait décidé de supprimer toute sa famille. Bonney prétendit avoir suivi David jusqu'à la maison, être resté dans l'allée, avoir entendu une dispute, un premier coup de feu, puis Bradley crier « Papa ! Papa !» avant un second tir. Il aurait vu David sortir avec l'arme braquée sur lui, aurait paniqué, couru dans le garage, déplacé les chaussures de Kim, pour faire propre, et fui. Il jura n'avoir jamais tiré, trop effrayé pour parler surtout en tant qu'homme noir. Ces déclarations lui valurent d'être inculpé de complicité. Puis des liens troublants apparurent entre Bonney et le procureur chargé de l'affaire, Stan. Bonney admit bien connaître Stan et l'avoir consulté avant même d'être suspect. La partialité de l'enquête fut mise en doute. L'ADN de l'ex-petite amie de Bonney, Mara, fut retrouvé sur le sweat. Elle expliqua avoir pu saigner dessus lors d'un test glycémique. Mais elle raconta aussi que Charles était rentré ce soir-là avec les genoux écorchés, une arme et un comportement suspect. Les versions de Bonney changeaient sans cesse. Il finit par écrire une autobiographie intitulée Blackbone où il avouait avoir vendu l'arme à David et espérait toucher une part de l'assurance vie de Kim. Ces éléments, combinés au témoignage de Mara, le firent condamner en 2005 à 225 ans de prison comme récidiviste. Le second procès de David débuta en janvier 2006. Cette fois, l'accusation recentra tout sur les allégations d'abus sexuels sur Gilles, affirmant que David avait tué pour couvrir ses crimes. La défense produisit un expert médico-légal renommé, aucune preuve d'abus, les lésions pelviennes de Gilles correspondaient aux violences de l'attaque, pas à des abus antérieurs. Ils accusèrent le parquet de manipuler l'émotion du jury. Malgré tout, le 1er mars 2006, David fut de nouveau condamné pour les 3 meurtres et écopa de la perpétuité incompressible. Nouvel appel. Cette fois, David contesta les allégations d'abus. En 2009, la Cour suprême de l'Indiana lui donna raison, aucune preuve crédible, les accusations étaient préjudiciables et non étayées. Condamnation annulée une deuxième fois. La famille de Kim vécut l'enfer à chaque retournement. Le père de Kim, Frank, déclara « Tout ce qu'on veut, c'est la vérité, et la vérité, c'est que David est coupable. » Chaque annulation rouvrait la plaie. Près de 13 ans après les faits, le 3e procès débuta en août 2013. L'accusation changea de stratégie, elle insista sur une police d'assurance vie souscrite par David sur Kim peu avant sa mort, police que Kim avait elle-même validée. Bonney témoigna à nouveau, répétant que David l'avait manipulé et décrivant encore les cris de Bradley. La défense contre-attaqua avec de nouveaux résultats ADN, l'ADN de Bonney sous les ongles de Kim, sur ses vêtements et ceux de Gilles, sur les sous-vêtements des 2 victimes preuve qu'elle s'était battue contre lui.
L'accusation continua de marteler le sang sur la chemise de David. La défense maintint qu'il provenait des tentatives de sauvetage. Le 24 octobre 2013, le verdict tomba, non coupable sur tous les chefs d'accusation. David éclata en sanglots, soulagé après 13 ans de combat. Il remercia son équipe et le jury qui avait cru en son innocence. La communauté resta divisée. Des années de couverture médiatique et de preuves contradictoires laissaient le doute. David choisit de rester à Georgetown, reprit le travail chez son oncle, intenta un procès civil contre certains membres de l'accusation et obtint plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Il remboursa ceux qui l'avaient soutenu et rejoignit l'Innocence Project comme coordinateur de dossier. Charles Bonney, lui, clame toujours son innocence depuis sa cellule, se disant aujourd'hui chrétien fervent. Il a livré plusieurs versions des faits, mais maintient avoir seulement fourni l'arme. L'affaire continue de diviser. Certains voient en David un innocent broyé par la justice. D'autres restent convaincus qu'il a échappé à la condamnation. Et Charles Bonney? Simple intermédiaire terrorisé, complice manipulé ou véritable cerveau? Les questions demeurent, les réponses s'évanouissent dans l'ombre. Et vous, qu'en pensez-vous? David était-il vraiment innocent? Un homme accusé à tort, ou un coupable qui a su échapper à la justice? Et Charles? Un pion ou le véritable responsable? Le mystère persiste, plus opaque que jamais. Si cette affaire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Nous postons une nouvelle affaire criminelle chaque soir. À la prochaine, restez vigilants.